Bonjour et bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Meunier et nous poursuivons aujourd'hui la lecture du livre de Claude Lafleur, La grande aventure d'Apollo 11, comme si nous étions à bord de la capsule Columbia et du module Eagle, aux côtés de Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Mike Collins. Dans le premier épisode, nous avons assisté au lancement, puis au départ vers la Lune des 3 astronautes, et aujourd'hui nous allons assister à leur arrivée, à leurs premiers émerveillements autour de la Lune, puis enfin au premier alunissage de l'homme sur la Lune. Une opération qui n'a pas été une mince affaire comme nous le verrons. Puis en fin de balado, Claude et moi discuterons de cet événement mémorable dont Claude garde 55 ans plus tard un souvenir toujours vif. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Étape 4, l'arrivée à la Lune. Samedi 19 juillet à 6h58, Buzz Aldrin communique avec le centre de contrôle de Houston pour s'enquérir de la prochaine correction de trajectoire prévue au programme. Ron Evans, le Capcom de nuit, répond. Négatif, la correction de vol numéro 4 est annulée. Nous allons vous laisser tranquille jusqu'à environ la 71e heure de vol si vous voulez dormir encore un peu. D'accord, à tout à l'heure. Les 3 hommes sont réveillés par Houston à 8h30. Durant la matinée, ils effectuent les menus travaux de bord et se préparent à l'arrivée en orbite lunaire prévue pour 13h30. Toutefois, les astronautes commencent à ressentir une certaine tension. Collins s'expliquera. Ce 4e jour différait des autres. Au lieu de 9 heures de sommeil, je n'en ai eu que 7 et pas très bonnes. Et malgré nos efforts pour préserver notre énergie durant l'allée vers la Lune, on commençait à ressentir la pression, du moins en ce qui me concerne. Je sentais que nous étions tous conscients que la lune de miel était terminée et que nous étions sur le point d'arriver sur la ligne de front. Lors du bulletin de nouvelles quotidien, l'équipage est informé que le monde entier suit avec passion leur mission. Charles Duke rapporte. Vous savez, vous continuez de dominer toute l'actualité ici. Même la Pravda parle de la mission en gros titres et appelle Neil le tsar du vaisseau. Je crois qu'ils ont dû se tromper de mission. L'Allemagne de l'Ouest a décrété que lundi sera une journée Apollo, même vos gosses sont cités dans la presse. Mike Jr. a répondu « ouais » lorsqu'on lui a demandé si son papa allait passer à l'histoire. Puis il a demandé « mais c'est quoi l'histoire ?» Alors que l'équipage termine son petit déjeuner, il se trouve soudainement plongé dans l'obscurité et par les hublots, le ciel se remplit d'étoiles. Houston, ici tout a changé pour nous. Maintenant nous pouvons voir les étoiles et pour la première fois du voyage nous reconnaissons les constellations. Le ciel est rempli d'étoiles comme lors d'une nuit sur Terre. Jusqu'alors nous ne pouvions les voir qu'à l'occasion et grâce aux jumelles. Mais nous n'étions pas en mesure de reconnaître aucune constellation. Terminé. Vers 11h, Armstrong annonce. Nous venons d'avoir une vue sensationnelle de la Lune. Elle emplit environ les 3/4 du hublot et nous voyons bien entendu sa circonférence entière, bien qu'une partie soit dans l'obscurité totale et le reste dans le clair de la Terre. Ce spectacle à lui seul vaut le voyage. Bruce McCandless, le Capcom en service à Houston, répond. Nous sommes nombreux ici à regretter de ne pas vous accompagner. Collins ajoutera. Notre première surprise a été lorsque nous avons stoppé le mouvement de rotation du vaisseau et que nous avons pivoté de telle sorte à emmener la Lune dans notre champ de vision. Nous n'avions pas été en mesure de la voir depuis une journée et la différence était électrisante. La Lune que j'ai connue toute ma vie, le petit disque jaune à 2 dimensions, avait disparu pour faire place à la sphère la plus étonnante que j'ai jamais vue. Premièrement, elle était gigantesque, remplissant complètement notre hublot. Ensuite, elle était en 3 dimensions, sa taille bombait vers nous d'une manière si prononcée que je sentais presque que je pouvais m'avancer pour la toucher. Pour ajouter à cet effet spectaculaire, nous pouvions voir les étoiles, nous étions à présent dans l'ombre de la Lune, et elles étaient réapparues. 75 heures depuis le départ, et il ne reste plus qu'à franchir 4143 km pour parvenir à destination. La vitesse d'Apollo dépasse les 6000 km/h, et nous sommes à 41 minutes de perdre le contact radio lorsqu'Apollo 11 passera derrière la Lune. Le long vol balistique est presque terminé et le moment de l'action ne va pas tarder. Lorsqu'Apollo passera derrière la Lune, tout contact radio avec la Terre sera coupé pendant environ 1 heure.
En réalité, la durée exacte de ce silence radio dépendra de la décision qu'Armstrong prendra lorsqu'il se trouvera derrière la Lune, c'est-à-dire mise à feu ou non du SPS, le moteur principal du vaisseau d'Apollo 11. C'est ainsi que si tout semble fonctionner parfaitement à bord, Mike Collins allumera le moteur principal de Columbia afin de ralentir la course pour que le vaisseau soit capturé par la gravité lunaire. Dans le cas contraire, il suffira de ne rien faire pour contourner la Lune et se retrouver sur une trajectoire ramenant l'équipage vers la Terre. À 12h58, le centre de contrôle informe l'équipage. Nous sommes à 23 minutes du LOI, c'est-à-dire de la manœuvre dite de Lunar Orbit Insertion, donc de l'allumage du SPS. Le vaisseau ne se trouve plus qu'à 1772 km de la Lune et file à plus de 7000 km/h. Le directeur de vol Cliff Charlesworth consulte son équipe pour savoir si tout leur paraît en ordre. Quelques secondes plus tard, Bruce McCandless lance « You are go for LOI » et Aldrin répond immédiatement « Roger, go for LOI ». 11, this is Houston. You are go for LOI, over. Roger, go for LOI. Nous avons approximativement 10 minutes 30 jusqu'au LOS. Je vais vous donner un top à 13 minutes et 30 secondes avant la mise à feu. D'accord, et également un GET, s'il vous plaît. Attendez une minute. Je vais vous donner un repère pour le GET à 75h37 minutes. Attention. Top 75h37 minutes GET. Attention au top pour le TIG-12. Top TIG-12. C'était parfait, Bruce, merci. Apollo 11, Houston, tous vos systèmes paraissent en bon état au moment où vous allez disparaître derrière la Lune. Nous nous reverrons de l'autre côté. Ici, tout semble très bien. Terminé. Apollo 11, this is Houston. All your systems are looking good going around the corner. We'll see you on the other side, over. Roger. Everything looks okay up here. Roger out. And we've had loss of signal as Apollo 11 goes behind the moon. À 13h16, le vaisseau passe derrière la Lune et tout contact radio est interrompu. Il se trouve alors à 572 km de la surface et file à 8410 km/h. Les astronautes ont maintenant 7 minutes pour décider s'ils s'insèrent en orbite lunaire en allumant le SPS ou s'ils regagnent la Terre en ne faisant rien. Si la manœuvre réussit, la station de réception de Madrid devrait recevoir un signal radio à 76h, 15 minutes et 29 secondes. Sinon, elle le recevra 10 minutes plus tôt. Collins expliquera « Alors que nous contournions le côté gauche de la Lune, j'étais tout émerveillé par la précision de notre trajectoire. Nous rasions la Lune par à peine 550 km, après avoir parcouru plus d'un tiers de million de kilomètres depuis la Terre. Et n'oubliez pas que la Lune est une cible mouvante et que nous courions vers elle pour passer juste devant. Lorsque nous sommes partis l'autre jour, elle n'était vraiment pas là où elle se trouve maintenant, mais à quelques 40 degrés d'arc, soit à 320 000 km d'où elle est maintenant. Et pourtant, les puissants ordinateurs du sous-sol de Houston ont tout simplement craché des prédictions ultra précises. À 13h28, le moteur principal de Columbia, qui génère 10 tonnes de poussée, est allumé durant 6 minutes afin de freiner la course du vaisseau. Mais nous, sur Terre, nous n'en savons rien. Houston nous indique simplement 1 minute 30 secondes avant l'acquisition du signal. 30 secondes. Madrid AOS. Madrid AOS. Reading loud and clear, Houston, LOS. Roger, reading you the same now. Could you repeat your burn status report? We copied the residuals and burn time, and that was about it. Send the whole thing again, please. Apollo 11, Houston, comment nous recevez-vous? Très clairement, Houston. Nous vous recevons très bien. Si pourriez-vous répéter votre rapport sur la mise à feu? C'était pour ainsi dire parfait. It was like perfect. Your delta tick 0, burn time 557, pad values on the angle, DGX
minus 0.1, VGY minus 0.1, VGZ plus 0.1, no trim, minus 6.8 on Delta BC. Fuel was 38.8, Mach 39.0, plus 50 unbalanced. We ran an increase on the pugs. Now 44 showed us, 60.9 by 169.9. Roger, we copy your burn status report. La mise à feu a freiné le vaisseau d'environ 3200 km/h, lui permettant d'être capturé par la gravité lunaire. Cette manœuvre s'est produite à environ 150 km d'altitude et a placé Apollo 11 sur une orbite elliptique, en forme ovale, de 114 km par 313. Collins ose à peine y croire. Derrière la Lune, nous avions 8 minutes pour réaliser l'allumage. Nous étions alors extrêmement attentifs, vérifiant encore et encore plusieurs fois chacune des étapes. Lorsque le moment est enfin arrivé, le gros moteur est immédiatement entré en action, nous clouant assurément dans nos sièges. L'accélération était seulement d'une fraction de g, poursuit-il, mais c'était tout de même une belle sensation. Durant 6 minutes, nous sommes demeurés assis à guetter, tels des oiseaux de proie, nos indicateurs, scrutant les cadrans et les jauges afin de nous assurer que tout allait bien pour nous. Lorsque le SPS s'est éteint, nous avons interrogé l'ordinateur de bord et j'ai lu le résultat -1, +1, +1. La précision du système est phénoménale. Sur un total de près de 3000 mètres par seconde, il n'y avait qu'un écart de vitesse de quelques centimètres secondes. Voilà une mise à feu précise. Même Neil, toujours aussi laconique, a reconnu ce fait. Étape 5, premier tour de Lune. Le vaisseau spatial Apollo 11 est parvenu sans problème à se placer en orbite autour de la Lune et l'envolée continue de se dérouler parfaitement. À 13h55, samedi 19 juillet, Armstrong rapporte « Nous avons notre première vue de l'approche du site d'alunissage. Nous passons au-dessus de Maskelyne, le repère pour le basculement du LEM. Nous arrivons au terminateur, c'est-à-dire la ligne sur le globe lunaire où le jour fait place à la nuit. Le terminateur est gris cendre et au fur et à mesure qu'on s'en éloigne, cela devient d'un gris plus clair. Par contre, lorsqu'on approche du point subsolaire, on voit clairement des teintes marron et des bruns clairs sur le sol. » Il ajoute « Nous passons au-dessus du cratère Tarentus. Les photos et les cartes rapportées par Apollo 8 et 10 nous fournissent un très bon aperçu de ce que nous observons ici. Ça ressemble beaucoup aux photos, tout en étant très différent. C'est comme assister en personne à un match de football ou de le voir à la télé. Il n'y a rien comme d'y être. » À sa grande satisfaction, le site d'alunissage paraît plus facile à repérer qu'Armstrong s'y attendait. La zone visée est en fait une ellipse de 18 km par 5, approximativement la taille d'une île comme Manhattan. L'endroit a été choisi parce qu'il paraît facile à atteindre et peu accidenté. L'équipage d'Apollo 10 l'a survolé à 15 km d'altitude et il a constaté que tout paraissait beau. Mais à quoi ressemble réellement l'endroit lorsqu'on est sur le point de s'y poser ? Voilà la grande question qui hante Armstrong. Il y a une observation que vous pourriez faire si vous en avez le temps. On a signalé des événements transitoires au voisinage du cratère Aristarque. Nous venons d'entrer dans la nuit. En attendant, nous n'y voyons rien du tout, mais maintenant, avec le clair de terre, la visibilité est très acceptable. En regardant derrière moi, je vois une couronne à l'endroit où le soleil vient de se coucher. Nous allons sortir la carte et voir ce que nous pourrons découvrir du côté d'Aristarque. D'accord. Aristarque se trouve à l'anal Echo 9 de votre carte ATO. Il est toutefois à environ 700 km au nord de votre trajectoire et une altitude d'environ 310 km. Il devrait se trouver au-delà, en vue sur votre horizon, à 23 degrés nord, 47 ouest. Jetez-y un coup d'œil pour voir s'il se passe quelque chose de particulier là-bas. Terminé. Quelques minutes plus tard. Hey Houston, je regarde au nord vers Aristarque et à cette distance, je ne suis pas certain que ce soit bien Aristarque. Mais il y a là une zone considérablement plus lumineuse qui l'entoure. On dirait qu'elle est légèrement fluorescente. Compris, Apollo 11, nous notons. Je regarde vers la même zone, il semble en tout cas qu'une des parois du cratère soit plus claire que les autres. Je ne suis pas certain qu'il y ait une fluorescence, mais c'est nettement plus lumineux que ce qui l'entoure. Pouvez-vous percevoir une différence de couleur dans l'éclairage? Et s'agit-il d'une paroi intérieure ou extérieure du cratère? Je pense que c'est une paroi intérieure.
Non, Bruce, je ne pense pas que la couleur joue un rôle. Apollo 11 Houston, à peine plus de 2 minutes avant le LOS. Tous vos paramètres, système de bord et votre orbite paraissent bons vus d'ici. AOS de l'autre côté à 78 heures, 23 minutes et 31 secondes. Terminé. Une émission télévisée est prévue peu après le rétablissement des communications. À partir de 15h56, l'équipage nous montre durant 35 minutes le paysage lunaire. Nous recevons une image via la station de réception de Goldstone en Californie. Ici Apollo 11, vous nous recevez bien? Apollo 11, ici Houston, nous vous recevons clairement en phonie, nous avons une bonne image télé. Il y a un petit cratère très éclairé en bas de l'image. Non, c'est... Je pense que c'est plutôt une tache sur le tube. Désolé. Houston, ici Apollo 11. Sur l'un des grands cratères de la face cachée, j'ai remarqué une petite tache noire sur la paroi extérieure et je l'ai observée au monoculaire. Cela m'a permis de distinguer une zone d'environ 400 mètres de diamètre, un trou d'apparence très récente de couleur sombre et qui semble être en contraste avec les autres cratères ou trous récents que l'on voit dans les parois de ces cratères. Mais aux alentours de celui-ci, il semblait y avoir 2 ou 3 de ces trous sombres, en particulier celui qui va attirer mon attention. C'est très remarquable. Compris, vous avez la localisation? Non, mais j'ai pris plusieurs photos. Nous sommes à environ 95 degrés est et nous approchons de la mer de Smith. Ici Houston, compris. Nous voici au-dessus de la mer de Smith. Cela paraît fort accidenté, pas du tout comme les Marias. Compris, nous prenons note, on dirait que vous nous donnez une image des cratères Napier, le grand sur la gauche et Janssen sur la droite. Vous n'êtes sans doute pas loin, mais ce n'est pas cela. Pourriez-vous nous donner un commentaire sur ces cratères? Vous avez maintenant une altitude d'environ 203 km. D'accord, il y a sur le côté droit de l'écran, on voit en ce moment un triple cratère, un petit cratère au centre de 2 grands et tout en bas de l'écran c'est Schubert Y. Compris, nous distinguons nettement le pic central. Bien, et maintenant nous faisons un zoom sur un cratère nommé Schubert N, paroi intérieure très conique et le fond semble plat. Il s'agit de 3 cratères horizontaux qui sont maintenant dans le champ, sont directement au-dessous de nous. Nous voyons que vous allez bientôt arriver au repère Alpha 1. Oui, c'est un grand cratère de couleur claire. Non, pas vraiment grand, mais extrêmement lumineux. Il semble très récent, je pense qu'il est dû à un impact. Il est entouré de traînées rayonnant dans toutes les directions. Nous nous approchons de la mer des écumes, on la voit très bien. Nous nous situons au-dessus de la mer de la Fertilité. Le cratère Langrenus doit être à quelques degrés au sud de votre trajectoire, environ à 9 degrés au sud. Le cratère qui tient maintenant le centre de l'écran est le cratère Webb. Il a un fond relativement plat dans lequel vous apercevez peut-être 2 ou 3 petits cratères près de la paroi ouest, celle qui est la plus proche de la caméra. Vers le bas de l'écran, vous voyez un petit cratère peu profond et plus à gauche une série de dépressions. Compris, nous voyons le petit cratère maintenant. Le pic central que montraient les photos de Lunar Orbiter ne semble pas très visible. Il n'y a pas de pics centraux, ce sont des dépressions. Nous amenons la caméra au globe droite pour vous faire voir l'Angrenus. Compris, nous avons une excellente image de l'Angrenus et son pic central se détache très clairement. La mer de la Fertilité me paraît guère fertile. Je me demande bien qui lui a donné ce nom. Eh bien, je crois que le gentilhomme qui lui a donné ce nom est Langrenus, cartographe du roi d'Espagne qui nous a donné une des premières cartes lunaires d'une précision acceptable. C'est très intéressant tout ça. Pour ce que nous voulons y faire, j'avoue que ce nom est de meilleur augure que la mer de crise. Je dis amen à cela. Le vaisseau survole ensuite le site où doit se poser Eagle et tout le monde en profite pour l'observer attentivement. Nous sommes très proches du point prévu pour la mise à feu de la descente propulsée.
Nous passons juste au-dessus du mont Marilyn. C'est cette montagne de forme triangulaire qui occupe le centre de l'écran. Maintenant, nous voyons Boot Hill et sur le côté droit de l'écran, le cratère Saint-Sorinus. Pour votre information, sachez que votre altitude actuelle est de 274 km. Vous êtes trop aimable. Visuellement, il m'est impossible d'avoir une idée de notre altitude. Je ne pourrais même pas dire si nous sommes à 100 ou 300 km. Je parie que vous le pourriez si vous étiez à 15 000 mètres. Nous survolons des crêtes fort élevées. On voit nettement qu'elles sont hautes même depuis cette altitude. L'image que vous recevez est-elle assez lumineuse? Pensez-vous que nous devrions ouvrir un peu le F en approchant du terminateur? Allez-y, ouvrez le F d'1 ou 2 degrés. Le compensateur automatique de luminosité semble fonctionner à la perfection. Nous voyons Boot Hill maintenant. Le cratère qui apparaît en bas est Duke Island et le plus grand sur la gauche presque au centre de l'image maintenant, c'est Maskelyne W qui nous servira de repère pour vérifier notre position à 3 minutes 39 secondes de la descente, juste avant la manœuvre de basculement qui nous permettra d'utiliser le radar d'alunissage. Passé ce point, nous ne pourrions plus voir ce qui se trouve en dessous de nous avant d'arriver aux abords immédiats du site d'alunissage. Je suppose que vous regarderez ça très près demain après-midi. Et tandis que la Lune descend lentement à l'ouest, Apollo 11 vous dit au revoir. Vous aviez l'impression que c'était le soleil qui se couchait à l'est. Terminé. C'est très étonnant la vitesse à laquelle on s'habitue, relate Collins durant le repas. Pourquoi cela ne me semble-t-il pas plus bizarre de regarder par le hublot et de voir défiler la Lune? Apollo passe derrière la Lune pour la 3e fois. À 17h44, alors qu'il s'y trouve, le SPS de Columbia est allumé durant 17 secondes afin de circulariser la trajectoire. Le vaisseau navigue à présent sur une orbite de 122 par 100 km et fait le tour de la Lune en 2 heures. Aldrin. Le deuxième allumage nous a placés sur une orbite pratiquement circulaire à partir de laquelle Neil et moi allions nous séparer de Columbia et descendre jusque sur la Lune. Il était extrêmement important que l'orbite soit telle que prévue. Si le moteur avait fonctionné 2 secondes de plus, nous nous serions dirigés tout droit vers un écrasement de l'autre côté de la Lune. Nous avons donc effectué cette deuxième mise à feu dans une ambiance de nervosité et d'intense concentration. Et là aussi, tout a bien fonctionné. Nous sommes juste à 2 minutes de leur prise de contact. Pendant leur passage du côté visible, les astronautes effectueront une deuxième visite dans le module lunaire. Apollo 11 Houston, nous nous demandons si vous êtes déjà entré dans l'EM. Nous avons ouvert l'écoutille du CSM, la sonde et le cône sont retirés et rangés et nous nous apprêtons à ouvrir l'écoutille du LEM. Ça y est Charlie, nous sommes dans le LEM, le repère d'arrimage n'a pas bougé. Il n'y a apparemment pas moyen de fermer cette soupape sur auto sans que ça fasse un gros boom. Nous prenons notre buzz, merci beaucoup. Il y a pour la première fois un peu d'eau dans le LEM, une petite flaque sur la cloison arrière. Un petit moment, Mike, reste à l'écoute. La 4e journée de vol se termine alors qu'Apollo 11 est à pied d'œuvre. Tant les responsables du vol que l'équipage semblent extrêmement heureux du déroulement de la mission. La journée se termine simplement sur ces mots. Bon, je crois vraiment qu'en ce qui nous concerne, nous avons tout vérifié et que c'est terminé pour la soirée. Nous sommes prêts à aller nous coucher pour dormir un peu. Je crois que nous allons faire de même. À partir de 86h53 de vol, il n'y aura plus d'échange radio Terre-Espace. Aldrin, nous passions notre 4e nuit en orbite lunaire. Bien que ce n'était pas prévu au plan de vol, avant de recouvrir les hublots et d'abaisser les lumières, Neil et moi avons préparé tout l'équipement et les combinaisons dont nous allions avoir besoin demain matin, et nous repassions mentalement toutes les procédures que nous devrions exécuter. De son côté, sans ne rien dire, Mike Collins s'inquiète pour ses compagnons. Il ignore si ceux-ci ressentent la même chose, puisqu'ils paraissent si détendus. Des 3, Collins se considère le moins à l'aise avec les risques qu'ils encourent, car il est très conscient de la fragilité des machines. Il conçoit l'envolée comme un enchaînement extrêmement délicat d'événements, enchaînement qui peut se rompre à tout moment. Il se sent un peu comme le parent qui voit filer ses enfants au loin pour un premier voyage.
Il s'offre d'ailleurs pour être de garde cette nuit, en suggérant à Armstrong et Aldrin d'aller dormir confortablement sous les sièges. « Vous devriez les gars prendre une bonne nuit de sommeil avant d'aller dans ce foutu lemme, leur dit-il. Alors que ceux-ci mettent un terme à leurs occupations, Collins laisse filer. Aujourd'hui tout a bien marché, si demain et après-demain ça pouvait aller aussi bien, alors là nous serions sortis d'affaire. Alors qu'Apollo 11 entame sa 7e révolution autour de la Lune, Armstrong et Aldrin s'endorment rapidement, tandis que Collins veille. Le pouls des 3 hommes se maintient entre 40 et 50 pulsations par minute. L'altitude du vaisseau varie de 102 à 119 km, exactement comme prévu, et sa vitesse est d'un peu moins de 5880 km/h. Tous, autant à Houston à bord d'Apollo 11 qu'un peu partout à travers le monde, anticipent le lendemain, le grand jour. Étape 6, l'interminable descente. Dimanche matin 20 juillet, vers 7h30, le Capcom de nuit Ron Evans s'apprête à contacter le vaisseau lunaire. Apollo 11, l'équipe noire souhaite une bonne journée. À bord de Columbia, Mike Collins sursaute. « Me parle-t-on ? Il me faut 20 secondes pour trouver le bouton du microphone et pour répondre, encore endormi. Je pense que je n'ai eu que 5 heures de sommeil, j'ai eu du mal à m'endormir et maintenant j'en ai tout autant à me réveiller. » Bonjour Houston. Bonjour Mike, nous sommes arrivés ici 2 minutes avant la perte de contact. Et donc les gars, vous vous levez tôt? Oui, vous êtes debout 2 minutes avant l'heure du réveil. C'est juste. Comment vont les systèmes du CSM? Il semble que tout va bien dans le module de commande. L'équipe noire la surveille très près pour vous. Je l'apprécie, d'autant plus que je n'en ai sûrement pas fait autant. Appelons 11, 30 secondes maintenant. Reprise des communications à 94 plus 21. Le début de la descente du module lunaire Eagle est programmé pour dans 7 heures. Les astronautes amorcent doucement leur journée en prenant un petit déjeuner. Lorsque le vaisseau reprend contact avec Houston, Evans transmet le bulletin des nouvelles. On vient de nous communiquer les premières informations de la matinée. Dans tout le pays, de nombreux services religieux mentionnent Apollo 11 dans leurs prières. Le service auquel assistera le président Nixon à la Maison-Blanche est également dédié à la mission. Notre collègue astronaute Frank Borman lira le passage de la Genèse qui a été lu lors de la mission Apollo 8 à Noël l'an dernier. Buzz, votre fils Andy, a visité le MSC, le centre spatial de Houston, hier en compagnie de votre oncle Bob Moon. Vers 9h30, Aldrin est aux commandes du LEM et vérifie le système d'alimentation électrique, puis il met en marche tous les appareils. 1 heure plus tard, Armstrong l'y rejoint. Les 2 pilotes vérifient une ultime fois le fonctionnement des équipements de bord et déploient les pattes d'Eagle. À 11h48, Apollo 11 passe pour la 11e fois derrière la Lune. Armstrong et Aldrin vérifient l'étanchéité de leur scaphandre pressurisé. Ensuite, ils effectuent la vérification du système de navigation et celle des systèmes de propulsion et de correction d'altitude, puis du radar de rendez-vous. Collins raconte « J'ai expédié Armstrong dans le LEM avec un tas d'équipements. À présent, je devais m'occuper du tunnel reliant Columbia à Eagle. J'ai fermé les écoutilles, installé la sonde et le cône et débranché les connexions électriques. J'étais constamment en liaison radio, passant à travers toutes les délicates séries de vérification d'étanchéité. J'ai vérifié où on était Buzz. Celui-ci me répond « J'ai 5 minutes et 15 secondes depuis que nous avons commencé. L'orientation du vaisseau se maintient sans problème. » Compris Mike, maintiens ça encore un peu. Sans problème, je peux y maintenir ainsi toute la journée, prenez votre temps. Comment va le tsar chez vous? Il est si tranquille. Ça va, je penche. C'est-à-dire qu'il entrait des commandes informatiques. Le directeur de vol Gene Kranz confère avec ses contrôleurs de vol afin de décider d'entreprendre ou non la descente vers la Lune. Bientôt, il fera connaître sa décision de procéder ou non, le fameux go, no go, pour effectuer le désarrimage d'Eagle de Columbia puis entreprendre l'alunissage dans un peu plus de 3 heures. Vers 13h46, alors que le vaisseau passe pour la 12e fois derrière la Lune, le module lunaire doit se séparer du module de commande à bord duquel demeure Collins. Tout ce que je pouvais dire, c'était « Attention à la révolution ». Ne recevant aucune réponse, je leur ai lancé un « au revoir »
Vous deux prenez ça calmement sur la surface lunaire. Ok Mike, répond joyeusement Buzz. Colin poursuit. J'ai alors poussé le commutateur qui les a laissés filer. Le nez collé au bulot et la caméra qui filmait la scène, je les ai regardés s'envoler. Lorsqu'ils sont parvenus à une distance suffisante de moi, j'en ai informé Neil et celui-ci a amorcé une lente pirouette, ce qui m'a permis d'examiner cette curieuse machine à 4 pattes durant son envol. Tout cela se passe derrière la Lune, hors de tout contact radio. Lorsque la communication reprend, les deux vaisseaux volent séparément. Allô Eagle, ici Houston, nous sommes à l'écoute. Eagle, ici Houston, à vous. Compris, Eagle est désarmé. Compris, comment cela se présente-t-il? L'aigle a des ailes. Roger, Eagle, I'm done. Roger, how does it look? The Eagle has wings. Roger. Armstrong contrôle délicatement l'évolution du module lunaire au moyen de petites poussées des rétrofusées. Durant plusieurs minutes, les deux vaisseaux volent en formation. Collins vérifie soigneusement que tout l'extérieur d'Eagle paraît en parfait état. Tout est pareil pour la séparation. Vous êtes go pour la séparation, Columbia? Je trouve que vous avez une bien belle machine, Eagle, bien que vous soyez la tête en bas. Lequel de nous deux a la tête en bas? Nous y sommes, Eagle. Attention, les gars. À tout à l'heure. Collins commande une légère impulsion au moteur de Columbia et s'éloigne du LEM jusqu'à ce que celui-ci ne soit plus qu'un minuscule point lumineux au-dessus d'un spectaculaire paysage lunaire. Il est 14h15 lorsque les deux vaisseaux se trouvent éloignés de 3 km. La descente finale vers la surface sera entreprise lors du 13e passage derrière la Lune. Elle se déroulera en 2 temps. D'abord, Armstrong et Aldrin allumeront le moteur de descente d'Eagle durant 30 secondes afin d'amorcer la manœuvre dite DOI, d'insertion en orbite de descente. Cette opération prendra place derrière la Lune. Et ensuite, parvenu à 15 km seulement du sol, ce sera le début de la descente finale au cours de laquelle le moteur fonctionnera jusqu'à ce que le LEM se soit posé, une descente qui devrait durer une 12aine de minutes. L'alunissage devrait avoir lieu dans un peu plus de 2 heures. Nous sommes à 15 minutes de la perte de contact avec le module lunaire. Gene Kranz demande à ses contrôleurs de revoir toutes leurs données et d'examiner une dernière fois l'état du LEM avant d'autoriser la manœuvre. Eagle, ici Houston, vous êtes go pour la DOI. Compris, go pour la DOI. Vous avez nos heures de LOS et ABAOS. Pour vous, le LOS est à 101h28 et l'AOS à 102h16. Aldrin raconte « Nous étions à 100 km de la surface lorsque nous avons amorcé la première mise à feu. Neil et moi étions sanglés dans le LEM en position debout. À 15h08, les deux astronautes allument durant 29,8 secondes le moteur de descente du LEM d'une poussée de 4450 kg. La mise à feu place Eagle sur une orbite ovale de 106 par 15,75 km. Lorsque le contact radio sera établi, le LEM se trouvera à environ 33 km d'altitude et continuera de descendre jusqu'à environ 15 km. C'est de là que s'amorcera la descente finale vers la mer de la Tranquillité. Mais si pour une raison quelconque l'équipage n'est pas satisfait de la façon dont les choses se présentent, il lui suffira de ne pas déclencher la mise à feu et demeurer ainsi en sécurité sur orbite. Il lui sera alors possible de tenter la descente propulsée lors de la révolution suivante. Cette dernière phase de la descente prend place devant la Lune, ce qui nous permet à nous sur Terre de suivre par radio toutes les péripéties. Il n'y a toutefois aucune caméra qui diffuse ce qui se passe. Il règne par conséquent une forte tension car on ne peut qu'imaginer, en écoutant les communications radio, souvent très techniques entre Houston et Eagle, ce qui se passe réellement au-dessus de la surface lunaire. Tous demeurent cependant apparemment calmes dans la salle de contrôle de la mission. Les contrôleurs de vol se sont rassemblés par petits groupes et attendent. Il n'y a pas grand-chose à faire à ce moment-ci. Il y a quelques minutes, Krantz a demandé à tous de se rasseoir et de se préparer aux événements qui allaient rapidement s'enchaîner. Au cours des 40 prochaines minutes, se dit-il, mon équipe tentera de guider 2 Américains jusque sur la Lune. Nous voici donc au front, où nous atterrirons, nous nous écraserons, ou nous abandonnerons.
Dans 40 minutes, nous le saurons. Puis, solennellement, il s'entretient avec les membres de son équipe sur un canal privé que personne d'autre ne peut écouter. Très bien les gars, écoutez-moi bien. Aujourd'hui, c'est notre grand jour, les espoirs et les rêves du monde entier reposent sur nos épaules. Nous y voici, nous nous rappellerons toujours ce que nous avons fait ce jour-là. Au cours de la prochaine heure, nous réaliserons quelque chose qui n'a jamais été tenté. Nous ferons atterrir un Américain sur la Lune. Les risques sont grands, c'est la nature même de notre travail. Nous avons travaillé longtemps et fort pour maîtriser ce que nous faisons, poursuit-il. Et c'est maintenant le temps de récolter les fruits de notre labeur. Vous faites une sacrée bonne équipe et je me sens privilégié de la diriger. Qu'importe ce qui arrivera, je serai toujours à vos côtés pour appuyer chacune de vos décisions. Bonne chance les gars et que Dieu nous bénisse aujourd'hui. Sur ce, Krantz ordonne que les portes de la salle de contrôle soient verrouillées. Désormais, personne ne peut plus quitter ou entrer dans la salle de contrôle. Houston passe en mode de combat alors que les génératrices entrent en service afin d'éviter toute panne de courant électrique. À 15h47, Columbia est le premier à réapparaître à l'arrière de la Lune et à reprendre contact avec Charles Duke. Columbia, ici Houston, nous sommes à l'écoute. Columbia, ici Houston, à vous. Houston, ici Columbia, je vous reçois parfaitement, et vous? 5 sur 5, Mike. Comment cela s'est passé? Tout marche comme sur des roulettes, mon vieux Charlie. C'est merveilleux. Formidable, nous attendons Eagle maintenant. Il arrive. We are now coming up on 30 seconds to acquisition of the command module. And we'll stand by for that event. Columbia, Houston, over. Houston, Columbia, reading you loud and clear. How many? Roger 5 by Mike. How did it go, over? Listen, babe, everything's going just swimmingly. Beautiful. Great. We're standing by for Eagle. Okay, he's coming along. We copy out. 2 minutes plus tard, le module lunaire rétablit le contact radio. Houston, ici Eagle, comment m'en recevez-vous? 5 sur 5, Eagle, nous attendons votre rapport sur la mise à feu. Mise à feu effectuée au moment prévu. Good Eagle, how do you read? Bye bye, Eagle. We're standing by for your burn report, over. Roger, the burn was on time. The residuals before nulling, minus 0.1, minus 0.4, minus 0.1, X and Z null to 0. Gene Kranz donne ses dernières consignes au contrôleur de vol. Tout s'annonce bien, restez calme. Plus que 12 minutes jusqu'à la descente propulsée. Jusqu'à présent, tout semble parfaitement satisfaisant. Le LEM est à 24 km d'altitude et descend toujours. À 5 minutes de la mise à feu, Krantz émet la décision finale pour la descente. Eagle, ici Houston, si vous nous recevez, vous êtes go pour la descente propulsée. Eagle, Houston, we rig you now. You're go for PDI, over. Roger, understand. Alors que le LEM n'est plus qu'à 15 000 mètres d'altitude, c'est le moment de la mise à feu. Armstrong met en marche le moteur qui les mènera jusqu'à la surface. L'alunissage doit survenir dans 12 minutes. Le témoin est allumé. 1, 0, mise à feu 10%. 1, 0, ignition 10%. Le moteur fonctionne à 10% de sa puissance. Eagle, nous vous recevons, tout est en ordre. Très bien, le rythme de descente paraît bon. Eagle, ici Houston, tout paraît bon. Aldrin à bord du LEM se rappellera plus tard. Suspendus par des sangles et des câbles qui agissent un peu à la manière d'absorbeurs, ni l'un et l'autre n'avons senti le freinage initial. Nous avons rapidement consulté l'ordinateur pour s'assurer que tout fonctionnait tel que prévu. Après 26 secondes, le moteur a atteint sa pleine puissance et là, la décélération devenue perceptible. L'habitacle dans lequel se trouvent les deux pilotes est en effet secoué par une vibration, mais ils n'entendent aucun son. Aldrin poursuit sa description. Neil vérifiait ses instruments alors que je surveillais l'ordinateur principal en le comparant au second ordinateur, qui s'occupe de la navigation en cas de panne. J'ai alors commencé à transmettre à Neil les données.
ce qui a donné l'impression que je jacassais comme une pie. Ça donnait aussi l'impression que je faisais tout le travail. Les deux hommes sont donc côte à côte dans le minuscule habitacle du LEM. Ils ont verrouillé leur scaphandre et respirent de l'oxygène pur en cas de dépressurisation subite. Leur haleine est asséchée par l'oxygène. Pour l'instant, le LEM se conduit automatiquement. Les pilotes surveillent attentivement tous les indicateurs de bord et la trajectoire suivie. Armstrong s'est assuré qu'Aldrin a mis en marche la caméra qui enregistre la descente, film que nous ne verrons que lorsqu'ils seront de retour sur Terre. Tout va toujours bien à 3 minutes. Oui, tout semble aller parfaitement bien. Notre relevé de position d'altitude nous montre un peu trop bas. Compris ? Eagle est légèrement penché vers l'avant, ce qui permet à Armstrong d'observer par son hublot triangulaire la surface qui se présente sous lui. Il reconnaît aisément les points de repère qu'il a mémorisés. Toutefois, chacun apparaît avec 2 secondes d'avance sur le plan de vol, ce qui indique qu'Eagle dépassera d'au moins 3 km le point d'alunissage prévu. Il réalise en outre que le système de navigation n'a pas conscience de cet écart. Vous êtes go pour continuer la descente propulsée. Vous êtes go pour continuer. Compris ? Eagle ici Houston, vous êtes toujours bien. Le PGNCS est satisfaisant, les témoins d'altitude sont éteints, delta H à moins 2900. Compris, je note. La Terre est juste en face de notre hublot avant, les données radars sont satisfaisantes, l'altitude est maintenant de 10 200 mètres. Armstrong vient tout juste de redresser le module lunaire afin de permettre au radar altimètre d'entrer en fonction et d'indiquer précisément où on se trouve. La manœuvre a pour effet de placer la Terre exactement dans le champ de vision des pilotes. Le radar alimente l'ordinateur de bord en lui indiquant la vitesse et l'altitude. À partir de ces données, celui-ci révise continuellement ses calculs de trajectoire et réajuste sa course à l'aide des rétrofusées du LEM. Armstrong est surpris d'entendre si fréquemment celle-ci fonctionner bien davantage que lors de toute simulation. La descente est mouvementée, se dit-il, alors qu'Eagle navigue vigoureusement vers le sol. Soudain, c'est la crise. Dans leurs écouteurs, les astronautes entendent une alarme stridente alors que sur l'écran de l'ordinateur vient d'apparaître le code d'urgence 1202. Mais Armstrong demeure calme, ce qui fait qu'à peu près personne sur Terre n'a conscience de ce qui se joue. We're still go, altitude 27,000 feet. Same alarm, and it appears to come up when we have a 1668 up. Roger, copy. Donnez-nous la signification du programme d'alarme 1202. Compris, nous vous recevons. Vous êtes go en ce qui concerne cette alarme. À 6 plus 25, modification de poussée. Velocity down now to 1,200 feet per second. You're looking great to us, Eagle. Okay, I'm still on flu, so we may tend to lose as we gradually pitch over. Let me try auto again now, see what happens. Roger. Okay, looks like it's holding. Roger, we got good data. Malgré le ton laconique d'Armstrong, cette interrogation a l'effet chez le Capcom Charles Duke d'un coup de pied dans l'estomac. Les astronautes ignorent la signification précise du code 1202 puisque jamais ils ne l'ont vu en simulation. Aldrin sait seulement qu'elle a trait à une surcharge de travail pour l'ordinateur de bord. C'est bien ça, l'alarme 1202 signifie que l'ordinateur a trop de tâches à exécuter en même temps et qu'il est contraint d'en reporter quelques-unes. Plus tard, Duke expliquera. Cette alarme 1202, c'est comme quelqu'un qui est débordé de travail. L'ordinateur informe l'équipage qu'il a trop de travail et dit « Je vais tout reprendre à zéro ». Si l'alarme se produit sans se répéter constamment, nous sommes toujours go. Si l'ordinateur se rattrape immédiatement, tout va bien. Mais si les alarmes sont trop fréquentes, l'ordinateur ne peut plus accomplir ses besognes de routine et il faudra couper court à la mission. Steve Bales, le guido, c'est-à-dire l'officier de navigation, de service pendant cette phase, était responsable de la décision. Krantz consulte en effet ses contrôleurs et il revient au jeune Bales, 26 ans, d'indiquer s'il faut ou non poursuivre l'alunissage. Celui-ci lance sans hésiter un go avec une telle assurance que Krantz s'éclate presque de rire. Je me souviens que nous avons eu 5 alarmes 1202 et 101, poursuit Duke. C'était le radar de rendez-vous et non le radar d'alunissage qui surchargeait l'ordinateur. Heureusement, l'ordinateur se rétablissait chaque fois. Mais sur le moment, nous étions très très inquiets. Néanmoins, les alarmes n'étaient pas assez rapprochées, vraiment pas assez, pour que Steve Bales donne l'ordre de mettre fin à la mission.
Roger 1202, we copy it. Et Duke de poursuivre. Lorsque j'ai entendu Neil dire 1202 pour la première fois, mon cœur a fait un faux pas. Heureusement, Steve Bales était là et il trouvait les réponses instantanément. We're go, same type, we're go. Le vol pouvait continuer, continue Duke. Et Neil se tirait merveilleusement de la partie manuelle de l'alunissage. Je pense qu'il n'y a pas meilleur pilote que lui au monde. Eagle n'est plus qu'à 6,5 km d'altitude. Tout fonctionne parfaitement. La vitesse est descendue à 1300 km/h, 7 minutes 30 secondes depuis la mise à feu. Altitude 4,95 km. Altitude 4,1 km. Vitesse de 830 km/h. Le FIDO dit que nous sommes go. Altitude 2,8. Vitesse de descente 140 km/h. 2000 feet, 2000 feet, into the ag, 47 degrees. Roger. 47 degrees. Nous sommes toujours go. Modification de poussée. Juste attendre, ça marche mieux que dans le simulateur. Lorsque le moteur diminue soudainement sa poussée de moitié tel que prévu, le LEM freine sa descente et les astronautes se sentent plus légers. Le long freinage prenait ainsi fin. C'était le moment pour Armstrong de chercher un endroit où se poser. Le LEM n'est plus qu'à 1,5 km d'altitude. Armstrong prend brièvement les commandes et constate avec satisfaction qu'Eagle répond bien. Il descend à quelques 75 km/h. Charles Duke lance « You are go for landing ». Vous êtes go pour l'alunissage. Eagle, bientôt 9 minutes, vous semblez dans une forme splendide. Nous sommes maintenant dans la phase d'approche finale et tout va bien. Altitude 1580 mètres. Altitude 1280 mètres. Alors qu'Armstrong cherche un endroit pour se poser, Aldrin lance alarme de programmation 1201. Mais là encore, Bales lance sans hésiter. Même chose, nous sommes go. Armstrong voit bien l'endroit prévu pour l'alunissage, mais il réalise que le LEM évolue trop rapidement pour s'y poser. La zone paraît pourtant très belle, mais le signal d'alarme 1202 continue de retentir et l'attention d'Armstrong est accaparée par cette menace d'abandon alors que le LEM avance rapidement. Eagle, ici Houston, vous êtes go pour l'alunissage. Compris, go pour l'alunissage. 900 mètres. Alarme ordinateur. J'écoute. 1201, 1201. Compris, alarme 1201. Vous êtes go, tenez bon, vous êtes go. Roger 1202, we copy it. 35 degrees. 35 degrees, 750, coming down to 23. 700 feet, 21 down, 33 degrees. 100 feet down at 19. 540 feet down at 30, and at 15. 600 mètres. 600 mètres AGS, 47 degrés. Compris. 47 degrés. Eagle satisfaisant en tout point, vous êtes go. 35 degrés. 35 degrés, altitude 228 mètres, descendant 7 mètres par seconde. 213 mètres, 6,5 mètres par seconde. 33 degrés. 182 mètres, descendant à 5,8 mètres par seconde. Il leur reste maintenant 2 minutes de combustible. 165 mètres, descente à 9, non, 4,5 mètres par seconde. Ça va 120 mètres, descendant 2,7, avançant 14,9. 106 mètres, descente 1,2. 100, descente 1,06. Vitesse horizontale stabilisée. 90 mètres, descente 1,2. Avance au 14. Descente 0,3 mètres par seconde. Descente 0,45. 70. 50 down at 2.5. 19 forward. Altitude, velocity light. 3.5 down, 220 feet. 13 forward. 11 forward, coming down nicely, 200 feet. 4.5 down, 5.5 down. 160 feet, 6.5 down, 5.5 down. 9 forward. Good. 120 feet. 100 feet, 3.5 down, 9 forward.
5%. 185. Okay, 75 feet. Car's looking good, down a half. 6 forward. Armstrong manœuvre le LEM pour ralentir sa course. L'approche n'est pas facile, le vaisseau a dépassé de 6 km le point d'alunissage prévu. Voyant que l'ordinateur de bord dirige Eagle tout droit vers un cratère de la taille d'un terrain de football et couvert de rochers, Armstrong prend en main les commandes et se dirige plutôt vers une zone plus dégagée. Son rythme cardiaque passe de 77 à 156 battements par minute. À Houston, les contrôleurs réalisent qu'Armstrong pilote désormais Eagle sans trop savoir ce qui se passe dans sa tête. Charles Duke souffle à Grant. « Je pense que nous devrions les laisser tranquilles. » Témoin allumé. Descente 0,75 mètres par seconde. Avançons. Avançons. Bien. 12 mètres. Descente 0,75 mètres par seconde. Soulevant un peu de poussière. Ombre légère. 1,2 mètres en avant. 1,2 mètres en avant. Dérivant un peu vers la droite. 1,80 m. Descente 0,15. 30 secondes. 40 feet down, 2.5. Picking up some dust. 30 feet, 2.5 down. Straight shadow. 4 forward. 4 forward. Drift into the right a little. 20, down a half. 30 seconds. Forward. 30 secondes, vient de dire Houston. Charles Duke signale par ces simples mots que le module lunaire ne dispose plus que de 30 secondes de carburant. L'avant. Dérivant sur la droite. Témoin de contact. Moteur coupé. Assez à fixer. Ça y est. Contact light. Okay, engine stop. ATA at a detent. Lorsque les tiges de 2 mètres installées sous 3 des 4 pieds du module lunaire touchent le sol, un témoin indiquant le contact s'allume sur le tableau de bord. Armstrong coupe immédiatement le moteur de descente. Commande mise en auto, commande manuelle du moteur de descente coupé, système d'armement du moteur coupé, le 413 est entré. Un code est entré dans l'ordinateur de bord pour indiquer que le LEM s'est posé. Mode control both auto, descent engine command override off. Engine arm off. 413 is in. Nous prenons note que vous vous êtes posé, Eagle. Armement moteur coupé. Houston, ici la base de la tranquillité. L'aigle s'est posé. Compris, Twonk. Tranquillité. On copie que vous êtes posé. Un tas de gars ici était sur le point de virer au bleu. Nous respirons à nouveau. Merci beaucoup. Merci. We copy you down, Eagle. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Ce sont là les premiers mots prononcés depuis la surface d'un autre monde. Il est 16h18, heure de la côte est des États-Unis. Armstrong relatera plus tard que l'impact de l'alunissage a été relativement doux et qu'il a senti que le vaisseau n'avait aucunement tendance à basculer. On est arrivé au sol comme en hélicoptère, dit-il, et on a atterri. Le moteur fusée soulevait toutefois énormément de poussière, ce qui a donné l'impression, dira-t-il encore, de se poser dans un brouillard. Base de la tranquillité, cette simple appellation n'était pas inscrite au plan de vol et personne ne savait qu'Armstrong allait se servir de cette désignation pourtant si appropriée. Dans le module lunaire, Buzz Aldrin tend sa main gantée à son commandant et les deux hommes se serrent les mains triomphalement. Charles Duke commentera « Lorsque j'ai entendu Buzz dire « moteur coupé », je n'arrivais pas à y croire qu'ils étaient vraiment sur la Lune. En rentrant chez moi, j'ai pensé « Eh bien, ça y est, ils ont réussi. » Mais mon cerveau se refusait à y croire, car il n'y avait pas eu assez de temps pour se faire à l'idée. Revenu sur Terre, Neil Armstrong décrira en ces termes l'alunissage tel qu'il l'a vécu. Théoriquement, au cours de cette phase, l'équipage est censé regarder au dehors pour voir la zone d'alunissage et, si le pilote automatique ne le mène pas exactement à l'endroit prévu, on doit effectuer manuellement les modifications nécessaires au moyen d'impulsions imprimées aux manches de commande. C'est là que nous avons connu un échec. Les alarmes données par l'ordinateur nous ont obligés à reporter toute notre attention sur ce qui se passait à l'intérieur du cockpit afin de nous assurer que nous pouvions continuer sans danger.
Ainsi, les excellentes photos prises par Tom Stafford à mon intention pendant la mission d'Apollo 10, et grâce auxquelles je devais savoir exactement où j'étais et où j'allais, n'ont servi à rien. Je n'ai pas eu une seule seconde pour regarder dehors. Lorsqu'à une altitude d'environ 1000 mètres, j'ai eu enfin un moment pour le faire, nous avions déjà passé la majeure partie des points de repère que j'avais mémorisés. Juste avant le début des alarmes, nous sommes passés au-dessus du mont Marilyn, où nous avons mis à feu le moteur fusée au bon moment. Nous savions donc que nous allions nous poser approximativement à l'endroit prévu. En tout cas, nous étions certains de ne pas être du mauvais côté de la Lune. La mise à feu s'est faite en douceur. Le moteur fusée a démarré avec seulement 1/10 de sa poussée, un peu comme un moteur tournant ralenti. On ne sent et on n'entend rien, mais les instruments témoignent de son bon fonctionnement. Au bout de 26 secondes, il se met à fonctionner à plein régime et là, il n'est plus nécessaire de consulter les instruments pour savoir qu'il est en marche. Lorsqu'en passant au-dessus du cratère Maskelyne W, nous avons effectué notre dernier relevé de position, nous étions déjà certains de nous poser un peu plus loin que prévu. Toujours la bonne vieille règle, en cas de doute, se poser loin. Si nous avions regardé par le hublot à 3000 ou à 1500 mètres, nous aurions sans doute pu identifier notre position avec plus de précision, mais nous avions du mal avec ces alarmes. Comme nous avions assez bien mémorisé la descente, nous avons pu continuer en nous fiant aux instruments, bien que le disquet ne nous communiquait plus les informations de l'ordinateur. Lorsque j'ai enfin pu regarder dehors, nous étions déjà si bas que je n'avais plus assez de perspective pour me repérer. En approchant de la surface, nous avons songé à nous poser juste avant le cratère ouest. Il semblait en effet que c'était là que le système automatique nous guidait. Mais quand nous sommes descendus au-dessous de 300 mètres, il est devenu évident que le pilote automatique nous dirigeait tout droit vers une zone indésirable, un champ de rochers entourant le cratère. La taille de ces rochers m'a surpris. Certains étaient aussi gros qu'une petite automobile. Et il nous semblait que nous nous en approchions très vite. Évidemment, dans ce genre de situation, le temps a tendance à s'accélérer. J'ai été tenté de nous y poser, mais mon bon sens a pris le dessus. Nous nous sommes orientés de façon à maintenir notre vitesse horizontale afin de passer de justesse au-dessus de champs de rochers. Plus précisément, nous avons pris une orientation parfaitement verticale. Mais le contrôle de poussée automatique continuait de nous donner une trop grande vitesse de descente. Nous risquions d'arriver trop bas pour voir ce qu'il y avait devant nous. C'est alors que j'ai pris les commandes pour piloter manuellement le reste du trajet. Je tenais absolument à choisir l'endroit où nous nous poserions, et la seule façon d'en avoir le temps était de ralentir notre descente. Le LEM possède 3 sortes de commandes manuelles. J'ai choisi la version semi-automatique me permettant de contrôler l'orientation et la vitesse horizontale, alors que la poussée verticale restait en partie sous les commandes de l'ordinateur. Cherchant un endroit propice pour nous poser, j'ai changé encore 2 fois d'avis. Tel site qui m'était apparu bon ne l'était plus vu de près. Nous avons enfin trouvé un emplacement convenable, bordé d'un côté par plusieurs cratères de taille respectable et de l'autre par un champ de rochers. Il n'était pas très grand, une 20aine de mètres carrés, mais semblait satisfaisant. La quantité de combustible m'inquiétait, bien qu'il y en ait eu apparemment un peu plus que la jauge ne l'indiquait. C'est toujours agréable de savoir qu'il en reste quelques litres alors que l'aiguille est sur vide. Toujours est-il que nous devions nous poser rapidement ou bien abandonner et mettre à feu le moteur de montée. Armstrong précisera que contrairement au contrôleur de Houston, le 30 secondes de combustible ne l'a nullement préoccupé. Bien sûr, dit-il, il y a de quoi s'inquiéter lorsqu'on est sur le point de manquer d'essence, mais j'en étais bien conscient. Toutefois, je savais que du moment où j'avais stabilisé ma vitesse et mon orientation, je pouvais tomber d'une hauteur assez grande, peut-être même d'une 12aine de mètres ou plus en gravité lunaire, parce que les pattes du LEM absorberaient une telle chute. Ainsi donc, cela m'a inquiété probablement beaucoup moins que la plupart des gens sur Terre. Armstrong ne s'est pas non plus senti menacé outre mesure par les fameux signaux d'alarme qui sont venus perturber la descente. Cela ne m'a pas énormément inquiété parce que rien ne clochait vraiment, explique-t-il. Le vaisseau volait très bien, il suivait la trajectoire prévue, nous n'observions aucune anomalie, hormis le fait que l'ordinateur nous disait « il y a un problème et c'est pas ma faute ». Les contrôleurs au sol étaient bien au fait de la situation et bien sûr l'ordinateur a continué de fonctionner jusqu'à l'alunissage. Je me disais donc qu'aussi longtemps que tout allait bien, que tout paraissait bien se passer, que le moteur continuait de bien fonctionner, que j'avais le contrôle et que rien ne semblait clocher, j'étais tout à fait prêt à continuer, qu'importe
de quoi se plaignait l'ordinateur. Et c'est ainsi que le 20 juillet 1969, à précisément 16h17 et 58 secondes, heure de l'Est, Eagle s'est posé dans la mer de la Tranquillité à environ 6 km du point prévu. Mais tout ce qui est importé en ce dimanche après-midi, c'est qu'on avait à l'Uni, que l'homme était sur la Lune, que le vieux rêve de l'humanité était réalisé. Malheureusement, sur nos écrans télé, comme à Houston, nous n'avions aucune image des lieux. Qu'aurions-nous donné pour être les yeux d'Armstrong et Aldrin lorsque ceux-ci ont jeté enfin un premier regard par les hublots du LEM? À quoi ressemble donc le paysage lunaire qui se présente à eux? Voilà comment se termine la lecture du 2e épisode de la grande aventure d'Apollo 11, rédigé par Claude en 2004. Notez que vous pouvez vous procurer ce livre, dans lequel figure un grand nombre de photos, via Amazon. Dans un moteur de recherche, tapez simplement Amazon Claude Lafleur, la grande aventure d'Apollo 11. Et maintenant, donc, en guise de conclusion à cet épisode, je m'entretiens avec Claude, qui, vous le savez, a déjà vécu ce moment historique. Bonjour à toi, Claude. Bonjour Florent, bonjour à tous, bonjour à toutes. Toujours un plaisir d'être là. Alors Claude, en quelques mots, peux-tu nous parler de la création de ce livre? Comment et pourquoi tu l'as créé? En fait, ce qui est amusant, ce livre-là, je l'ai écrit il y a une vingtaine d'années. J'ai évidemment, entre-temps, beaucoup lu de choses sur Apollo 11. On raconte beaucoup l'aventure, j'oserais dire presque d'un point de vue historique, là, comme on le fait généralement. Et je me suis dit, quand j'ai fait ce livre-là, ça serait intéressant d'être aux côtés des astronautes. Et à l'époque, donc on était au début des années 2000, il venait de sortir de différents documents qui rapportaient les paroles des astronautes. Je me suis dit, si on pouvait raconter l'aventure dans les mots mêmes des astronautes. Et ça a été ma démarche. C'est un traitement qui est un peu particulier. C'est pour ça que j'ai toujours un peu l'impression de dire ce livre-là, c'est dès le départ, dès le chapitre 1, nous embarquons à bord de la capsule d'Apollo 11, nous fermons l'écoutille et nous nous envolons avec les astronautes. J'ai vraiment voulu raconter le plus possible cette histoire-là d'après les mots des astronautes, en me fiant d'une part aux conversations qu'on pouvait entendre, mais aussi aux entrevues qu'ils ont données, aux biographies, etc. Donc, c'est le plus possible l'aventure telle que l'ont vécu les astronautes eux-mêmes, comme si on était à leur côté. Et ça a été d'abord palpitant à faire. Ça a été vraiment, je pense que j'ai écrit ça en un été ou un printemps, et ça a été très, très plaisant à faire. Et je suis très heureux du résultat, surtout quand je l'ai lu 20 ans plus tard. Je me suis dit, oui, je suis fier de mon récit. Puis je suis particulièrement heureux que tu le reprennes maintenant, que tu le lises et que tu le partages à tous les auditeurs, parce que je pense que c'est une belle aventure à raconter. Et donc, quand tu disais que début 2000, tu avais repris les paroles qui venaient d'être publiées, est-ce que ça veut dire qu'avant cette période, on n'avait pas de transcription qui avait été rendue publique? Exactement. C'est-à-dire qu'il y avait des brides de retranscription et en 1999, peut-être, la NASA a publié l'avantage du Internet. Hein. Elle a publié une espèce de volume de 650 pages. Ça aurait été très dispendieux d'en faire une publication. Là, ils en ont fait un PDF et ils ont fait ça d'ailleurs pour tous les autres missions Apollo. Fait qu'on a toute la retranscription des conversations des astronautes. Et donc, c'était une mine d'or. Et en plus, je fais allusion dans le livre à un site qui s'appelle des Apollo Lunar Journal. C'est une bande d'amateurs. En fait, c'est des amateurs avec un A majuscule, des passionnés qui ont reproduit toutes les conversations sur la Lune. Souvent, ils ont eu accès aux astronautes par appel pour leur demander à tel moment qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous avez fait la chose exact. Et c'est un site, tout est en anglais évidemment, et c'est un peu complexe à lire parce que vous avez plein de détails historiques, de perspectives, tout ça, mais c'est une mine d'or pour quelqu'un qui veut creuser le sujet. Et ce site-là a été élaboré sur Internet dans les années 90, ce qui fait qu'en l'an 2000, on avait accès à des ressources qui n'existaient pas auparavant. Et si je ne me trompe pas, il y a une partie, service auquel assistera le président qui était traduite en français est également dédiée à la mission. Notre collègue astronaute, c'est vrai que c'est une mine d'or, le passage de la Genèse qui a été lu lors de la mission. C'est juste que c'est très complexe parce que là, vous allez dans les moindres détails. Quelqu'un pourrait à la rigueur lire mon récit, ayant un bon aperçu de ce qui s'est passé, et après ça, aller creuser plus loin. Exact. Parce que là, on a quasiment qu'est-ce qui s'est passé à chaque barreau que Neil Armstrong a descendu. C'est vraiment très détaillé. Il faut peut-être avoir une vision globale avant, et après ça, on peut aller fouiller certains. Mais c'est un site extraordinaire, l'Apollo Lunar Journal. Et avec les conversations que la NASA avait
était rendu public. Ça a été le Mendar qui m'a donné l'idée de faire mon livre. À 11h48, Apollo 11 à l'origine de toute ma démarche, là, ce que je fais maintenant, Armstrong et depuis 20 ans, 30 ans, de leur scaphandre ça vient d'une idée que j'ai eue quand j'étais adolescent. J'avais lu une biographie de Christophe Colomb, les premiers voyages de Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Je me suis dit, ça aurait été fascinant si au moment où Christophe Colomb revient en Europe, il y a quelqu'un qui tient près du bateau pour interviewer les gens qui viennent de faire cette traversée-là, qui viennent de faire cette découverte-là. Et qu'on aurait la découverte dans leur propre mots. Et c'est un peu, je me veux un peu le témoin de l'époque qu'on vit actuellement. Je voudrais raconter l'histoire de la conquête spatiale dans les mots de ceux qui l'ont vécu. En fait, dans une certaine mesure, je suis un témoin de ce qui s'est passé. En espérant qu'un jour, des gens vont dire on a des témoignages de l'époque de ceux qui ont vécu les premières missions Yuri Gagarin, les missions Gemini, Apollo, etc. C'est un peu l'idée qui gouverne tout ce que je fais. Et dans le cas de la mission Apollo 11, ben là, j'ai voulu rassembler les témoignages des astronautes pour leur dire s'ils avaient raconté leur histoire dans leurs propres mots, voici à peu près ce que ça donnerait. Une espèce de témoignage d'époque. C'est quand même assez fou qu'il ait fallu attendre 30 ans pour avoir... C'est-à-dire qu'il entrait des commandes informatiques, des détails aussi importants que le directeur de la retranscription complète faire avec ses contrôleurs de vol afin de décider d'entreprendre ou non... En fait, la retranscription, évidemment, existait à l'époque. C'est juste qu'elle n'était pas diffusée. Et c'est vraiment un des prodiges d'Internet de donner accès à de l'information. Autrement, ça aurait coûté une fortune de publier le livre dont peut-être 25 personnes l'auraient acheté, de se procurer, alors que l'Internet permet un accès extrêmement facile à l'information que la NASA s'est dit, tiens, je vais mettre en ligne. En fait, ça va faire peut-être les gens, c'était pas publié sur Internet à l'époque, c'était sur un CD-ROM. On pouvait commander le CD-ROM à la NASA, et là-dessus, il y a toute la retranscription de toutes les conversations, de toutes les missions jusqu'aux missions Apollo. Je pense qu'il n'y a pas la navette, par contre. Mais je veux dire, la NASA nous a envoyé un CD-ROM, puis là-dessus, vous avez, je crois, une cinquantaine de PDF de plusieurs centaines de pages chacun. Mais ça devenait facile pour la NASA de diffuser ces choses-là grâce aux techniques informatiques qui n'existaient pas dans les années 70-80. Ça aurait coûté une fortune faire l'équivalent, alors que la NASA envoyait à qui demandait. Je pense qu'il fallait envoyer une enveloppe avec des timbres pour le retour, et la NASA mettait tout simplement le CD-ROM dans l'enveloppe et l'envoyait. C'est l'Internet qui a permis la diffusion, entre autres la création du système PDF, le site web d'Apollo, le journal aussi. On prend aujourd'hui pour acquis Internet, mais ça a été véritablement une révolution dans les années 90-2000 quand c'est arrivé, alors qu'aujourd'hui on vit avec comme on vit avec l'électricité, puis on vit avec la télévision qui a 150 canaux. Là. Ça n'existait pas ça avant. Tout à fait, ouais. L'effet de surprise est passé. Maintenant, on Armstrong contrôle délicatement l'évolution du module lunaire au moyen de petites poussées rétrofusées. En histoire, durant plusieurs minutes, Claude a-t-il vécu cette aventure à l'époque. Collins vérifie soigneusement que tout l'extérieur d'Eagle le dimanche 20 juillet 1969, à mon heure à moi, les astronautes se posaient sur la Lune vers 16h. Et j'ai passé l'après-midi rivé à mon écran de télé pour suivre l'événement en direct. Encore là, un exemple du progrès de la technologie. L'écran TV à l'époque, l'écran de ma télé, c'était une petite télévision noir et blanc. Un écran qui a à peu près la dimension de nos écrans d'ordinateur. Hein. C'est ça les télés de l'époque. Là. C'est pas aujourd'hui on a des télés géantes, on est presque au cinéma dans notre salon. Non, là c'était une petite télévision en noir et blanc. Et moi j'étais rivé sur l'écran pour suivre le plus possible l'atterrissage parce que pour moi je trouvais ça c'était un moment fascinant. Éloigné de 3 km. Et qu'est-ce que justement tu pouvais voir sur cette prise lors du 13e passage derrière la Lune? Ce qui était triste, c'est qu'il n'y avait pas d'image. On ne recevait pas d'image des astronautes. C'était uniquement les conversations radio qu'on pouvait entendre entre Apollo et Houston. Conversations généralement inaudibles, c'est-à-dire il faut comprendre l'américain, la qualité du son n'est pas très bonne. D'ailleurs, Florent, dans le balado que tu nous fais, tu reproduis les conversations. La qualité des conversations que tu reproduis est bien meilleure que ce qu'on entendait en réalité. Là, donc, c'était en anglais, c'était du jargon et la communication n'était pas très bonne. Ce qui fait que ce qu'on voit à l'écran, c'est deux animateurs, deux spécialistes qui nous expliquent tant bien que mal, je me mets à leur place, eux autres aussi devaient comprendre ce qui se passait à Houston puis nous l'interpréter, pauvres eux, ça ne doit pas être évident. Donc, eux étaient à un bureau, assis avec une petite maquette du module lunaire et ils nous montraient tant bien que mal ce qui est en train de se passer. Il n'y avait pas à l'époque, et ça aussi c'est un autre progrès technologique, les infographies qu'on voit aujourd'hui.
Si les auditeurs ont suivi, par exemple, l'atterrissage d'une sonde américaine sur Mars, Aldrin raconte, il y a des infographies, on a l'impression d'y être, de le voir, là, tellement c'est bien fait, c'est réaliste. Ça n'existait pas à l'époque. À l'époque, à la rigueur, vous avez un dessin d'artiste qui montre un peu la descente du body lunaire, mais ça n'avait pas d'infographie. Il n'y a rien à voir, il y a juste à écouter. C'est un peu navrant quand on pense à ce qu'on a aujourd'hui. Mais de l'autre côté, ça permettait à notre imagination de se faire aller, d'essayer d'imaginer ce qui se passait. Mais on n'avait pas l'image, on n'avait pas ce qu'on aurait aujourd'hui. Le LEM se trouvera à environ 33 km d'altitude et continuera de descendre se dire qu'aujourd'hui, malgré 15 km. C'est de là que s'amorcera la descente finale vers la mer de la Tranquillité. On n'a pas encore une image en direct, pour une raison quelconque, l'équipage n'est pas satisfait de etc. Ça demande que les choses se présentent. Il suffira de ne pas déclencher la mise de ressources encore pour avoir ce genre d'image. Quand il sera alors possible de tenter la descente propulsée lors de la révolution suivante. On n'est pas non plus dans cette dernière phase quelque chose de descente de très spectaculaire. On a encore beaucoup de gens assis devant des consoles et puis quelques chiffres qui bougent ou des courbes. Toutefois, aucune caméra qui diffuse. C'est ça. À un détail près, c'est que tu as bien parlé de sondes chinoises et indiennes et on pourrait parler aussi japonaises et des entreprises privées. Eux n'ont pas les ressources infographiques de la NASA. Mais lorsque, par exemple, Artemis 3 va finir par se poser sur la Lune, vous allez le voir en direct. Ça va être... En fait, la NASA va nous avoir d'abord fourni des infographies qui vont nous permettre de voir exactement ce qui se passe, puis probablement qu'ils vont avoir des caméras en direct. Il y a malheureusement, c'est un peu surprenant de le constater, une très grande différence entre ce que fait la NASA et les autres agences spatiales. Les gens vont dire que Claude est un vendu de la NASA. C'est un peu vrai parce que depuis le temps que je fais affaire avec la NASA, mais je veux dire, c'est une qualité de diffusion que les autres n'atteignent pas. Et c'est vrai que quand une sonde chinoise ou indienne ou japonaise se pose sur la Lune, on n'a pas les infographies. Quand ce sera une sonde de la NASA, ou en fait la NASA n'a plus maintenant de sonde, mais ils font affaire avec le privé, ça va toujours être un peu comme ça. Mais quand ça va être la NASA qui va être aux commandes, là, on va le voir en direct. Il y a une grosse différence entre ce que fait la NASA et les autres agences spatiales. Ce que je voulais dire, c'est que ça n'a jamais été tenté, malgré tout très difficile en fait, un Américain sur la Lune, puisque les risques persévérance, c'est la nature même de notre travail. De la NASA. Sur le moment, on n'a pas d'effort pour maîtriser ce que nous faisons. Non, c'est ça, il n'y a pas de décalage dans le temps de récolter les fruits de notre labeur. C'est vrai qu'on n'a pas d'une sacrée bonne direct, on a eu des privilégiés de la diriger. Après, qu'importe ce qui arrive, sur le moment, ça reste compliqué à vos côtés pour appuyer. Exactement. Mais c'est déjà une nette amélioration par rapport à l'époque d'Apollo 11 que j'ai connue. Tout à fait. Sur ce que j'ai aimé dans que les portes de la salle de contrôle soient verrouillées jusqu'à présent, je pense que ça va être pareil après, c'est qu'il y a des petits moments on ressent l'émotion en mode de combat, on ressent l'émotion de Mike Collins, génératrice entre en service afin d'éviter toute panne de partir. On ressent à 15h40 d'émotion, Columbia est le premier à réapparaître à l'arrière de la Lune et à reprendre contact. Il se serre la main avec Charles Duke une fois sur la Lune. Mais voilà, c'est vrai que ce genre de récit, on l'a peu d'habitude dans des documentaires, etc. On entend pouvoir les gens parler, raconter leur histoire, etc. Mais étant donné qu'on a des bribes d'informations, des bribes d'événements, on se focalise sur tel ou tel moment de la mission. C'est que ce genre de récit en longueur fait que on arrive à ressentir la tension qui monte et l'émotion qui se libère à certains moments. Exact. Il faut aller creuser pour avoir ces émotions-là, parce que sur le coup, on les a pas. C'est souvent dans les biographies, quand ils le racontent plus tard, qu'on peut plus le trouver. Et encore là, c'est des petites perles que je suis allé chercher un peu partout, parce qu'effectivement, par exemple, on sait que Collins était très inquiet. Lui, en fait, je vends pas un punch, là, mais il va dire un peu plus tard que lui, son inquiétude, c'était de devoir abandonner ses collègues sur la Lune si eux avaient pas pu s'en revenir. Lui, ça a été son cauchemar pendant des mois précédents à l'alunissage. Ça, on l'a su par après. On l'a pas su au moment de la mission. C'est beaucoup plus tard dans sa biographie qu'il dit, moi, tout le long de la mission, tant qu'il n'était pas revenu à bord de ma capsule Apollo, j'étais inquiet. Effectivement, c'est des choses qu'on sait par la suite et que j'ai pu intégrer au récit au fur et à mesure, mais sur le coup, on n'est pas conscient de ça. Ce sont presque des robots qui effectuent une mission si on suit au premier niveau de ce à quoi on a accès. C'est ça. Et puis, en lisant et en disant ton texte, j'ai ressenti un peu ça. Jim Krantz donne ses dernières consignes au contrôleur de vol.
vue tout s'annonce bien sur ces 3 astronautes, pas que sur les astronautes d'ailleurs, jusqu'à la descente propulsée. On sentait justement que Collins était parfaitement satisfaisant. Un peu plus dans l'émotion, en tout cas s'exprime à 24 km d'altitude et descend toujours. Exprimer ses émotions, alors que à 5 minutes de la mise à feu, Krantz et Armstrong la décision finale pour la descente. Quand même plus froid. Quand je dis froid, c'est pas qu'ils sont dénués d'émotions, mais qu'ils sont vraiment professionnels. Et professionnels jusqu'au bout. Et je me demande s'ils n'ont pas été choisis justement pour ça. Ben, c'est-à-dire qu'il faut savoir que d'une part, tous ces astronautes-là, ce sont des ingénieurs, ce sont des pilotes d'essai, ce ne sont pas des artistes, ce ne sont pas des poètes. Ils ne sont pas très habitués à vivre et à exprimer leurs émotions. D'ailleurs, il y a un beau moment dans le premier balado, dans le premier épisode, quand les 2 astronautes, on est sur le pas de tir, à peu près 1 heure ou 2 avant 2 heures avant le lancement, les 2 astronautes, Armstrong et Collins, s'installent dans la capsule moteur fonctionne à et 10% Aldrin de sa est seul au puissance. pas de tir. Et là, il nous raconte qu'il regarde la foule autour parce qu'il la voit au loin, il regarde la mer et tout ça. Ça, c'est évidemment, c'est quelque chose que j'ai pigé, je pense, dans sa biographie, mais on n'avait pas ce genre de moment-là où l'astronaute s'apprête à s'envoler et se dit dans quoi je me suis embarqué. On l'a par après, mais là, j'ai pu l'intégrer dans le récit parce qu'évidemment, au moment du lancement, tout le monde se demande comment eux vivent ça, qu'est-ce qu'ils pensent, etc. D'ailleurs, quand j'ai eu l'occasion de rencontrer des astronautes, après 26 secondes, le moteur a atteint sa pleine puissance. Comment tu te sens? Ben là, on a une idée dans le récit. J'ai pu ramasser en grappillant un peu partout comment ils se sont sentis au moment du lancement, comment ils se sont sentis tout au long de la mission. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent accès. Il faut creuser pour y arriver à ça. Oui, je me posais la même question quand second ordinateur. C'est Aldrin, je crois, une fois le LEM qui lui s'occupe de la navigation en cas de panne. Le code, j'ai commencé à transmettre, je crois, dans l'ordinateur de bord, ce qui a donné l'impression que je jacassais à ce moment-là. Ça donnait aussi l'impression que je faisais tout le travail. Peut-être pas qu'ils disent la mission est remplie, puisqu'il a encore du travail à faire, mais ils ont verrouillé qu'est-ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là, de l'oxygène pur en cas de dépressurisation. C'est précisément ce qu'on va voir au 3e épisode, parce que le 3e épisode que vous allez avoir dans un mois, pour l'instant, le LEM se conduit automatiquement. On vient de se poser sur la Lune. Qu'est-ce qui s'est passé dans les minutes qui ont suivi l'alunissage? On va le découvrir et c'est un peu particulier. Je pense qu'on ne s'attend pas nécessairement à ce que ça se soit passé de cette façon-là, mais j'en dis pas plus. On n'en dit pas plus. Et justement, une fois que l'alunissage, même que les astronautes sont revenus sur Terre, on a appris des choses qu'on n'a pas su en direct, notamment qu'il y a eu des alarmes. Eagle est légèrement penché vers l'avant, malgré le permet à Armstrong d'observer par son comment triangulaire la surface qui se présente sous lui. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on raconte le récit de l'alunissage, comme vous venez de l'entendre, toutefois, chacun apparaît on parle que durant la descente, il y a eu des alarmes qui ont failli annuler, mener à l'arrêt de l'alunissage. Sur le coup, personne n'a été réalisé que ça s'était passé. Quand on entend, parce que les conversations que Florent a reproduites, là, je vous extrais le meilleur de la conversation, mais en réalité, il y a tout un jargon technique, plein de chiffres, plein de ci, plein de ça, ce qui fait que la notion des alarmes 1202 et 1201, on ne l'aperçoit pas vraiment. On a eu l'impression que l'atterrissage s'est fait assez facilement. Bon, il y a l'anecdote du cratère où le module lunaire se dirigeait directement vers le cratère et si Armstrong n'avait pas pris les commandes, il se serait écrasé dans ce cratère. Ça, on l'a su dans les minutes qui ont suivi l'alunissage. Armstrong l'a expliqué. Quant aux alarmes, c'est quelques jours plus tard. Je pense que c'est 2-3 jours plus tard que les médias ont commencé à en parler. Je pense qu'il y a des gens qui ont écouté les bandes et qui se sont rendus compte qu'il y avait eu des alarmes 1202 et 1201. Et là, on a réalisé qu'il s'en est fallu peu que l'alunissage n'ait jamais eu lieu, mais c'est pas sur le coup. Si vous lisez les journaux du lendemain, du 21 juillet, l'alunissage s'est passé sans trop de problèmes. Les astronautes ont réussi un exploit remarquable, mais sans trop de problèmes, alors qu'en réalité, il y a eu vraiment une alerte qui a bien failli annuler l'opération. Et ça, on l'a appris, je pense, c'est 3 jours plus tard. Et après ça, la NASA a eu à s'expliquer, à nous donner les détails et nous raconter. Ce qui fait que le récit que vous avez, pas tout à fait le récit que nous, on a vécu, parce que vous avez des informations qu'on n'avait pas à l'époque. Et on a vu beaucoup de dramatisation d'Apollo 11 où là, le signal, il y a des bip sonores, puis tout se met à bouger, etc. Il y a presque une atmosphère de panique. Ça ne s'est pas passé comme ça, mais ça fait du beau cinéma d'Hollywood. Et Claude, je crois que tu voulais nous raconter une petite anecdote. Ben moi, ce que j'aimerais raconter, c'est un détail un peu amusant, c'est que
le fameux dimanche 20 juillet, évidemment, toute la journée, moi, j'ai suivi l'opération. En fait, en matinée, j'ai lu ce que je pouvais tout trouver dans les journaux. D'ailleurs, à l'époque, les journaux sont tapissés d'informations, d'articles sur tous les angles. Et j'ai lu ça. Et là, j'ai fait une découverte qui, comme petit garçon, j'avais 11 ans à l'époque, qui m'a beaucoup, beaucoup déçu. Je savais qu'on allait se poser sur la Lune vers 16 heures. Et je me disais, on va les voir arriver. Et là, j'ai réalisé que, mais non, il n'y a pas de caméra sur place pour filmer l'alunissage d'Apollo. Et j'avoue que comme enfant, peut-être parce que j'étais petit, je regardais les parties de hockey, puis je regardais toutes sortes d'événements qu'on voit à la télé. Mais là, de savoir que, ben non, évidemment, il n'y a personne sur la Lune, il n'y a pas de caméra, on ne les verra pas s'opposer. Donc, j'avoue que j'avais été très déçu. Et j'en ai encore le souvenir aujourd'hui de cette déception-là de l'enfant qui découvre que ça ne se passera pas tout à fait comme il l'avait imaginé. Et par ailleurs, quand j'ai relu les chapitres pour faire le balado que nous venons de faire, j'ai ressenti les mêmes émotions. Écoute, ça fait 55 ans cet événement-là, et quand j'ai lu les chapitres, je me suis dit, ah oui, je me souviens de cet événement-là. C'est assez amusant de penser que tous les sentiments, les émotions, tout ce que j'ai pu vivre à l'époque est encore intact 55 ans plus tard. Ça a été un grand moment de ma vie, un bel épisode de ma vie. Peut-être le premier grand épisode de ma vie. Il y a quelques épisodes dans notre vie qu'on va se souvenir tout au long. Ben, je pense que c'est le premier, puis 55 ans plus tard, je le reviens encore quand je lis les chapitres dont tu viens de faire la lecture, mon cher Florent. Je me souviens que nous avons eu 5 alarmes. Je suis très honoré que tu m'aies choisi pour la lecture de ton livre. C'était le radar de rendez-vous et non le radar d'alunissage qui surchargeait l'ordinateur. Et j'espère heureusement l'ordinateur se rétablissait chaque fois. Mais sur le moment, nous étions très Moi, là, inquiets. c'est un plaisir. Les alarmes n'étaient pas assez rapprochées. Je pense qu'il n'y a pas de mots pour décrire le plaisir que tu m'apportes parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à rédiger ce livre-là il y a 20 ans et jamais à l'époque, j'aurais pensé qu'un jour ce livre-là serait lu, aussi bien lu par quelqu'un comme toi, et je le pense sincèrement, et diffusé à l'échelle de la planète. Je parlais au début de notre entretien des prodiges de l'Internet qui permettent de diffuser de l'information. Quand j'ai fait ce livre-là, il y a 20 ans, ça peut paraître loin, c'est pas si loin, il y a 20 ans. Jamais j'aurais pensé qu'on ferait un balado et que tu en ferais la lecture du livre et qu'il serait diffusé à l'échelle de la planète. C'est un grand plaisir que tu me fais. Et c'est drôle, hein? Je connais évidemment la suite, mais j'ai hâte de réentendre les prochains balados quand tu vas le faire, parce que c'est pour moi une nouvelle aventure d'entendre son texte lu. Et ça a vraiment été un plaisir et tu me fais un très grand bonheur, mon cher Florent. Altitude 4,1 km. Comme je te dis, c'était un plaisir. Et puis 830 km. On a reçu beaucoup de messages de nos auditeurs de positifs. Altitude dans la suite, donc ça va arriver. Vitesse de descente 140 km. Si je me souviens bien, Claude, on va en faire un par mois. C'est ça, exactement. Normalement, là, vous avez probablement compris le principe, c'est que chaque troisième dimanche du mois, nous diffusons la suite de l'épisode, donc en août, septembre, octobre, novembre et décembre, et le premier dimanche du mois, nous allons diffuser un balado régulier. D'ailleurs, on peut déjà vous annoncer le prochain balado, qui est un peu particulier. C'est drôle parce que c'est une période un peu historique dans ce qui me concerne dans ma vie. C'est que le dimanche, le 6 octobre, nous allons diffuser une entrevue que j'ai faite avec Philippe Garneau. Philippe Garneau, c'est le frère de Marc Garneau, le premier astronaute canadien. Le premier astronaute canadien à être allé dans l'espace. Et Philippe et moi avons couvert sa mission il y a exactement 40 ans, c'est-à-dire que Marc s'est envolé le 5 octobre 1984, il y a donc 40 ans. Et Philippe et moi, on a eu le privilège de couvrir la mission à la fois le lancement à Cap Canaveral et depuis Houston. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que Philippe et moi, on a fait connaissance et on est devenus des amis. 40 ans plus tard, on est toujours amis. Nous allons vous raconter dans un balado qui va durer très longtemps. En fait, pour vous le dire, on a enregistré le balado de 3 heures. On va faire des coupures. On va vous raconter les coulisses d'une mission spatiale. Comment ça se passe quand vous couvrez une mission spatiale. Plein d'anecdotes à la fois de ce qu'on a vécu comme journaliste. Et aussi, Philippe étant le frère de Marc, c'est quand même quelque chose que son frère soit un astronaute. J'aurais aimé ça qu'un de mes frères soit astronaute. Donc Philippe, il a évidemment une vision des choses un peu particulière, étant donné qu'il connaît son frère. Il va nous raconter plein de choses. Fait vous allez voir un peu comment ça se passait, la couverture de mission spatiale par deux passionnés d'espace, parce que Philippe l'était aussi à l'époque, 2 passionnés d'espace qui ont eu la chance d'assister
Et pour lui et pour moi, c'était notre premier lancement de la navette spatiale. Et ensuite, on est allé à Houston. Donc, c'est le prochain balado. Et évidemment, 2 semaines plus tard, le 3e dimanche d'octobre, vous allez avoir la suite de l'aventure d'Apollo 11. Voilà, tout ça qui est bien palpitant. Nous avons hâte. Exactement. Bon, ben, rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt. À bientôt. 47 degrés. Fluide satisfaisant en tout point, vous êtes go. 35 degrés. 35 degrés, altitude 228 mètres, 227 mètres par seconde. 213 mètres, 6,5 mètres par seconde. 33 degrés. 182 mètres, descendant à 5,8 mètres par seconde. Il leur reste maintenant 2 minutes de combustible. 165 mètres, descente à 9. Je remercie au nom de toute l'équipe les personnes qui nous soutiennent au quotidien. Je pense notamment aux nombreux messages d'encouragement que nous avons reçus après le premier épisode de cette grande aventure d'Apollo 11. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, rendez-vous sur patreon.com, recherchez Voyage dans l'espace. Et à partir de 5$ par mois, vous aurez accès aux épisodes 2 semaines en avance et aux fascicules écrits par Claude accompagnant les épisodes. Ce balado a été préparé par Claude Lafleur avec Florent Meunier à la réalisation et Laurent Runigo et Dylan Baillargeon à la diffusion. Sur ce et où que vous soyez dans cet univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.